Bienvenue sur Enseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui, on va parler de comment aider les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires. Et pour te partager un maximum de valeur, je reçois Marie-Cécile Diawara, institutrice et orthopédagogue. Bonjour Marie-Cécile et merci d'être sur Enseigner, c'est pas sorcier aujourd'hui. Bonjour Samer, merci à toi de m'y avoir invité. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Alors Marie-Cécile, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais déjà te présenter et nous expliquer ce qu'est un orthopédagogue? Bien sûr. Alors, je m'appelle Marie-Cécile, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants atypiques, extraordinaires, comme j'aime bien les appeler. Et ce qu'est un orthopédagogue? Alors, un orthopédagogue, c'est un spécialiste c'est un spécialiste dans les sciences de l'éducation et surtout dans la pédagogie, excuse-moi. Il accompagne différents publics, donc ça peut être les enfants, les adolescents ou même les personnes d'un certain âge, dans leur apprentissage, dans leurs difficultés d'apprentissage. Il les aide à trouver des stratégies et mettre en place des processus cognitifs. Voilà, c'est principalement en lecture, en écriture, en mathématiques. Top. Alors, merci beaucoup à toi d'avoir clarifié ça. Avant ma première question, quel est ton rôle en tant qu'orthopédagogue dans l'accompagnement des élèves en difficulté? Je dirais que mon rôle principal, dans un premier temps, c'est de les aider à déceler et à comprendre les difficultés d'apprentissage qu'ils peuvent avoir. Mhm. Parce qu'une fois qu'ils les ont compris, ils les appréhendent mieux. On peut essayer de travailler aussi sur l'estime et la confiance parce que souvent, ces difficultés font baisser l'estime et la confiance qu'ils se portent. Et ensemble, nous essayons de mettre en place des stratégies qui leur permettent, alors peut-être pas de remédier, mais en tout cas de pouvoir avancer comme ils le souhaiteraient. Top. C'est trop intéressant. Et du coup, quelles sont les principales difficultés pour toi rencontrées par les élèves que tu accompagnes? Alors, il faut savoir que j'étais institutrice en cycle 1 et cycle 2 et les principales difficultés ont été au niveau de la lecture, des mathématiques Mm. et de la concentration, on va dire. Tout à fait. Ouais. Pourquoi la lecture dans un premier temps? Disons que, alors, la lecture. Moi, j'étais avec des grandes sections, donc on apprend la lecture dès la moyenne section, mais voilà, on rentre dans l'apprentissage des sons. Mhm. Et dans certains cas, très tôt, on peut déceler des soucis de prononciation, par exemple. Bon, ça se travaille, bien entendu, mais il y a aussi des soucis d'acquisition, d'enregistrement des lettres, des sons. Souvent, on leur a appris l'alphabet, par exemple. Ils n'arrivent pas à passer de la lettre au son, par exemple. Voilà, ça fait partie de ces exemples. Et puis, quand on essaye d'avancer, ils ressentent des blocages. Mhm. D'où le fait que la lecture soit une première indication dans la difficulté de l'élève. Oui, ouais, souvent, oui. Oui, Et oui. tu dis grande section, donc ça commence déjà assez tôt quand on est, j'ai envie de dire, une enseignante assez expérimentée, assez vif et avec assez de bagages et d'outils pour, euh, pour déceler ça. Oui et non, parce qu'en fait, il faut savoir que étant formée à la pédagogie Montessori, mes classes, bien qu'étant dans une école conventionnelle, on va dire, mes classes n'ont pas eu un enseignement conventionnel. Et ayant des enfants extraordinaires, enfin mon expérience professionnelle m'ont permis d'essayer d'être très attentive
à certains signes qui pourraient être donnés. Parfois, ce sont des signes qui disparaissent parce que 5 ans, c'est aussi un âge d'apprentissage. Donc, voilà, les enfants peuvent avoir des difficultés. Mais parfois, certains signes sont alliés à d'autres signes qui font que on essaye. Je ne pose pas de diagnostic tout de suite, mais on essaye en tout cas de mettre des stratégies en place très rapidement. Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler des stratégies ou des approches que tu utilises pour évaluer les besoins des élèves en difficulté? Alors très concrètement, ça commence en général par l'attention. Et il faut savoir que dans mes classes, ils avaient le choix de leur assise. J'ai une enfant qui est TDA et je suis moi-même TDA et je sais combien il peut être compliqué de rester assis un certain temps. Donc, ils avaient chacun le choix de leur assise. Donc, il y a l'assise à picot qui stimule, qui est stimulante. Ils Alors, avaient aussi Oui. tu peux nous expliquer ce que c'est ces assises tout d'abord? Alors, l'assise à picot, c'est comme si je pourrais vous le décrire, ce serait un petit coussin, un petit siège avec des picots, comme les chaussures d'infirmière, vous savez, qui massent sous les pieds. Eh ben, ça serait un peu, je le décrirais comme ça. D'accord. Ouais, je Voilà, vois ce ce que c'est. sera un petit coussin rigide, voilà, qui permet de stimuler. Ensuite, dans la classe, ils avaient aussi un temps où ils pouvaient en ressentir le besoin. Et pour être sûr que c'était bien géré, ils avaient le timer. Ils disaient, maîtresse, je ressens le besoin de me mettre debout. Ils se mettaient debout, mais ils avaient un timer. Entre 10 et 15 minutes. Ils choisissaient. Donc voilà, donc ça a été ça. On a eu aussi ceux qui avaient des élastiques en bas sur les pieds des chaises, Mhm. toujours pour stimuler. Alors ça, j'ai eu moins d'élèves qui en avaient besoin, mais on a commencé par ça. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a aussi il y a eu aussi eu la délimitation du temps et de l'environnement. Comme je vous ai dit dans la classe, moi j'avais un timer. Et aussi on limitait l'espace par des élastiques ou parfois par des morceaux de carton, comme s'il se faisait une petite cabane, une petite cabine. D'accord. C'est intéressant. Voilà, ouais, ça permettait d'avoir un peu plus de concentration et d'aller un peu plus profond après. Enfin, en tout cas, de pouvoir profiter de ce moment de concentration pour essayer d'acquérir une compétence, par exemple. J'utilisais la méthode Montessori pour tout ce qui était acquisition des sons et de la lecture Mhm. et les ateliers aussi pour renforcer. Voilà. Je vois que tu parles beaucoup de la méthode Montessori. Est-ce que pour toi, cette pédagogie, bah, c'est pas une méthode, c'est une pédagogie, est-ce que cette pédagogie va aider les élèves à difficulté ou qui présentent un certain trouble dans leur apprentissage ou dans leur fonctionnement? Pour moi, il est primordial que l'enfant soit maître de ses apprentissages. Et donc, c'est la pédagogie pour laquelle j'ai été formée en pédagogie Montessori parce que j'y ai adhéré et pas parce que c'était euh, la trend, si je peux dire ça. Mhm. Et donc oui, pour moi, elle suit bien l'enfant et ça lui permet ça lui permet de comprendre, ça lui permet d'être actif et ça lui donne le choix. Et moi, c'est ce qui est important. Parce qu'à partir du moment où l'enfant est dans un pic montant d'apprentissage et c'est le moment où il veut le faire, c'est là où il va pouvoir acquérir le plus de compétences. Et ce sera pour moi, beaucoup plus facile à intégrer. C'est ça, là, on parle d'une motivation intrinsèque. Euh, Exactement, Ce exactement. qui manque très souvent, Mm. ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on met difficilement en place dans, j'ai envie de dire, une classe ordinaire, je mets bien sûr des guillemets. Mm, mm, mm. D'accord. Tout Et à du fait. coup, en tant que orthopédagogue, comment est-ce que tu collabores avec les parents et les enseignants pour mettre en place un soutien adapté à l'élève? Alors, quand j'étais à mon compte en tant qu'orthopédagogue, j'ai rarement eu l'opportunité de pouvoir collaborer avec des collègues enseignants. Premièrement, parce que le métier d'orthopédagogue n'est pas très répandu en France, contrairement au Canada, où il y a même un diplôme. D'ailleurs, il n'y a pas de diplôme d'orthopédagogue, en fait. Mhm. Tout enseignant ou toute personne ayant des bagages pédagogiques peut décider d'être orthopédagogue, enfin de se proclamer orthopédagogue.
Mais le lien avec les collègues a été compliqué parce que pas prise au sérieux. D'accord. Pas plus au sérieux. La collaboration avec les parents, elle était plutôt facile parce qu'ils viennent d'eux-mêmes vous voir. Ils ont besoin de vous. Donc, ils sont à l'écoute. Ils se sentent pas jugés, déjà. Parce que la première chose que j'ai pu constater, en tout cas, ce que font les parents, c'est de, ils se blâment. Mhm. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Alors, on a cette Souvent, culpabilité de parents. exactement, il y a une culpabilité de parents, mais il y a aussi une On retrouve aussi culpabilité. chez certains enseignants, d'où le fait peut-être parfois de vouloir éviter cette culpabilité de est-ce que je fais mal en classe, est-ce que j'adapte mal en classe. On retrouve aussi cette culpabilité-là chez les enseignants aussi, Hum, dans un autre oui, degré. dans un autre degré, moi j'ai plus eu, c'est vous, c'est pas moi. D'accord, C'est pas mon enseignement, c'est si ça marche sur 24, votre enfant est ou votre enfant est là ou le 25e, ça marche pas, c'est même lui. Ou ça fait 20 ans que je fais ça, c'est le seul à me faire ça. d'accord. C'était vraiment ça. Donc voilà, la première chose, c'est bon, pour revenir à la question, pardon, parce que j'allais m'égarer, c'est vraiment au niveau des parents, ils ont besoin de voir autre chose. Certains ont peur quand on leur dit, allez voir un psychologue, allez voir un neuropsy, allez voir un orthophoniste. Au-delà du temps, parce que pour certaines professions comme les orthophonistes, il y a des listes d'attente qui peuvent être très longues, jusqu'à deux, D'accord. trois ans. Mhm. Parfois, on a besoin d'une réponse. Certains ont peur d'aller voir une psychologue parce qu'il y a la culpabilité environnante, sociologique, enfin de la société en tout cas. Donc l'orthopédagogue, il vient un peu, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais c'est pas le psychologue et puis c'est la prof, mais un peu plus. Donc voilà, on discute avec les parents, on essaye de les faire déculpabiliser déjà, et du coup c'est plus facile de tisser un lien. Leur dire on est avec vous, on vous accompagne, on va essayer de voir avec l'instit ou le professeur, puisque ça m'est arrivé d'avoir à accompagner un collégien. D'accord. Et c'est plutôt avec les collègues que ça a été un peu plus compliqué. Avec les familles et l'élève, ça roule, vraiment. Parce que c'est un vrai moment, c'est une Mhm. vraie bulle de liberté de parole, d'une liberté d'être soi, et puis je suis là pour t'accompagner, quoi. Je suis là pour t'accompagner, de faire en sorte que tu aies des outils qui te permettent de te sentir mieux, de te gérer et d'avancer. Donc, D'accord. C'est intéressant, c'est un sujet qui me passionne, moi, pour ma part. Donc, si je pouvais, j'en parlerais pendant des heures. mhm, Alors, j'ai une autre question pour toi, Marie-Cécile. mhm. Euh, Quelles sont pour toi les principales ressources ou outils que tu vas utiliser pour aider les élèves en difficulté? Alors, moi, je m'adapte vraiment aux élèves que j'ai en face de moi. D'accord. Je m'adapte vraiment. Et c'est ça aussi le truc d'un site et d'orthopédagogue surtout, c'est qu'il faut se tenir au courant des recherches, des innovations, de ce qu'il y a, voilà, vraiment. Et donc, du coup, ça va vraiment dépendre de l'élève que j'ai en face de moi. Il y en a avec qui on va prendre des puzzles. Il y en a avec qui il va falloir beaucoup parler. Mhm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. C'est ça, ça Euh, rejoint la confiance en soi et l'estime de soi dont Exactement, on parlait au début. exactement. Ouais, on va avoir besoin de renforcement. Il y en a qui vont, comme je te dis, avoir d'autres besoins, des besoins plus spécifiques, beaucoup plus marqués. Donc, ça va être des outils comme je t'ai cité, qu'il y avait dans ma classe, hein, par exemple, pour quelqu'un qui a besoin de bouger, qui a besoin de se dépenser. Ça peut être un trampoline, ça peut être des cartes, ça peut être énormément. En fait, tout, à mon sens, tout peut être outil de travail. Tout peut être une chaise, un essoreur à salade, tout peut être outil de travail, Oui, ça va sincèrement. dépendre de la Exactement. difficulté qu'a l'élève. On peut pas, Oui, enfin, les mêmes outils ne seront pas utilisés pour un enfant avec non. un trouble 10 ou un enfant avec un TDA ou un TDAH. Il suffit qu'il y ait une hyperactivité en plus pour que ça soit encore, j'ai envie de dire, un autre fonctionnement et je mets bien des guillemets, un autre monde. Oui, Euh, surtout que, excuse-moi de te couper, surtout que là, par exemple, tu cites des troubles 10, TDA et tout ça. Là, c'est vraiment, par exemple, les troubles 10, c'est vraiment l'orthophoniste qui va poser le diag, tout ça. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de trouver quelque chose à mi-chemin où
Ouais, là, tu fais allusion, par exemple, à des troubles 10, à un TDA, on a parlé de TDA. Là, c'est vraiment l'orthophoniste, le neuropsy qui vont poser les diagnostics. Moi, mon rôle à ce moment-là, c'est de pouvoir trouver des outils qui vont permettre à l'élève, en attendant, par exemple, un rendez-vous chez l'ortho, par exemple, euh, des outils, des techniques qui vont lui permettre de faciliter ses apprentissages et sa vie scolaire, par exemple. D'accord. Ouais, Par c'est exemple. Ouais, je vais pas poser de diagnostic, mais je vais constater les difficultés d'apprentissage et donner des techniques, ouais, des stratégies, des des techniques. stratégies, des techniques, ouais, à mettre en place pour Et essayer donc, j'imagine qu'il y a des de- stratégies qu'on donne aussi aux parents à mettre en place. Oui, oui, oui. Et en tout cas, dans mon cas, en tout cas, dans les cas que j'ai eus, ça a été beaucoup écoutez-le. Mhm. Écoutez-le, écoutez-la, enfin écoutez l'enfant en tout cas, passez du temps avec. C'est Écoutez ça, parce comment que a été sa journée. Soit... c'est un enfant atypique. Ce sont des enfants atypiques, c'est-à-dire que ce n'est pas... euh, ils vont avoir ce besoin d'attention qui va être un peu plus que d'autres parce que c'est très frustrant de dire ça, mais ce sont des enfants qui se retrouvent nulle part en réalité. Ils vont se sentir toujours différents. Et faut pouvoir faire comprendre aux parents, tout comme à l'enseignant, euh, qu'il faut porter une attention beaucoup plus particulière parce que euh, bah, le fonctionnement n'est pas comme les autres et ils ont tendance, ces enfants-là, à se comparer énormément dans la comparaison, énormément dans pourquoi je suis comme ça. C'est quelque chose qui m'est revenu et qui me troublait assez souvent. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi voilà, là on parle par exemple d'un enfant avec un trouble 10. Il m'est déjà arrivé enfin, un enfant avec un trouble 10 quand il lit un texte ou quand il doit faire un exercice, il a besoin de temps supplémentaire. Il a besoin qu'on lui apporte parfois un certain soutien tant que le trouble, on va dire, entre guillemets, n'a pas été traité, je le dis entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore acquis les stratégies à mettre en place pour. Et, euh, et du coup, bah, dès qu'il voit que ses camarades, ils ont déjà fait, déjà lu l'exercice, déjà fini, alors qu'ils sont encore en train de déchiffrer le texte, par exemple, Mm. c'est très compliqué. Et ça, euh, faut vraiment que les enseignants, en tout cas, aient cette conscience-là en classe. Ouais. Oui, ouais, il faut qu'il ait cette conscience, mais après, je pense qu'il faut qu'il puisse aussi, euh, euh, il peut accéder à des formations parce qu'il faut savoir que dans l'éducation nationale, c'est pas, enfin voilà, si l'enseignant ne met pas de sa poche, il y a pas, normalement, il y a des protocoles qui sont rédigés, mais il n'y a pas énormément de formations, qui sont faites. Mm. Et puis, de toutes les façons, moi, je pars du principe que ce qui est proposé n'est pas forcément adapté parce que je vais repartir sur le TDA et je parle de ça parce que je le suis, parce que mon enfant l'est et que j'ai eu des élèves qui l'étaient diagnostiqués. J'ai eu un élève en tout cas en classe qui l'était et qui était diagnostiqué. Moi, mon élève, s'il a 30 minutes pour 1 heure pour faire quelque chose ou 30 minutes pour faire un exercice, et je lui dis parce que tu as un TDA, je te donne 30 minutes de plus, le 30 minutes, ça va à rien. Mm. 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 Concrètement, elle lui sert à rien. Mhm. Quelqu'un qui a une dyspraxie et qui a du mal à écrire, par exemple, on va pas l'évaluer sur l'écrit. Enfin, il faut adapter les méthodes d'évaluation aussi. Tout à fait. Tout à Il fait. faut adapter les méthodes d'évaluation aussi à ce qu'on a pu constater sur l'élève. Mhm. Avoir du temps supplémentaire, c'est pas forcément. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas adapté à tout le monde. Alors oui, C'est pas adapté à là tout le je monde. parlais pas d'un élève avec une dyspraxie ou autre, mais par exemple Ouais, ouais, ouais. euh, Non, non, je faisais référence à ce qui est mis en place en fait, parce que souvent mhm, c'est ce qu'on propose. On propose bah, du temps supplémentaire. Bah non, il y a des cas, il va falloir proposer une tablette, peut-être un ordinateur, tu tout à vois, fait, quelque chose à évaluer à l'oral, tu vois. C'est vraiment pas sur ce que tu as dit, mais sur ce qui est proposé. c'est ça. Oui, non, mais j'avais bien compris. Alors, est-ce que dans cette lancée, tu peux nous partager un exemple de réussite d'un élève que tu as eu en difficulté et que tu as accompagné
Et ce qui serait vachement intéressant, c'est que tu nous expliques les étapes, en fait, de ton intervention. Alors, j'ai eu le cas, j'avais quelqu'un de très perturbé, apparemment qui était très perturbateur en classe, Mhm. qui faisait le clown. Alors, d'abord, il faisait le clown, et ensuite, on s'est rendu. Et après, il pouvait être très insolent et très agressif. Et en fait, on s'est rendu compte, que ça cachait une difficulté d'apprentissage. Et en fait, il apprenait tout par cœur. Et à un moment, sa tête a saturé. En fait, sa mémoire de travail a saturé, en fait. Parce qu'après, il y avait de plus en plus de connaissances à avoir. Mhm. Et il cachait ses échecs avec un peu de clownerie et puis après de l'agressivité, ce qu'on peut comprendre. D'accord. Première fois, premier bilan, au niveau de l'acquisition d'apprentissage, tout va bien. Tout va bien. Au niveau du bilan, pour son niveau, tout va bien finalement. Il est dans la moyenne, si je peux dire ça. Un peu de blague et tout, c'est vrai, mais ça va. Puis on me le rend, il revient me voir. On est un peu plus avancé dans l'année. Là, il y Mhm. a un peu de difficultés, qui peuvent s'estomper sur l'année en fait, qui Mhm. peuvent s'estomper sur l'année. Mais il est de plus en plus agressif, de plus en plus insolent, on va dire. Et en fait, ses difficultés, elles étaient, comment expliquer? En fait, il a fallu travailler. Ça fait partie des cas où on a beaucoup discuté. Beaucoup discuté. Parce qu'en fait, il avait des blocages. D'accord. Quel Pour type? lui, pour lui, il devait, alors il a un grand frère, et pour lui, il devait être comme son grand frère. Vu qu'il n'était pas comme son grand frère, ben, il n'était pas bon. D'accord, on est dans la projection. Ouais. Et donc, du coup, beaucoup de comparaisons venant de la famille qui, du coup, ne le facilitaient pas du tout. Mm. Mm. Il voulait tout faire comme son grand frère, sauf qu'il y avait des choses qui étaient ben, plus choquantes pour lui. Mais là, on va dans... Enfin, vraiment, ces blocages, ils venaient de films ou de jeux auxquels il jouait. Voilà, Voilà, il voulait tout faire comme son grand frère. Il n'y arrivait pas. Donc, arrivé en classe, il se bloquait quand sa mémoire saturait. Enfin, c'était vraiment, La fameuse comparaison. ouais, c'était vraiment très compliqué pour lui. Il était vraiment en souffrance. Et là, le but, c'était vraiment un accompagnement. C'était plus de la psychopéda que de l'orthopéda, Mhm. concrètement. Et vraiment, les cas que j'ai eus, ça a été plus de la psychopéda, en vrai. Quand D'accord. j'y pense bien, ça a été plus de la psychopéda. Parce qu'il fallait essayer de trouver, deviner les blocages, les accompagner sur ces blocages. Et une fois que ces blocages étaient levés, qu'ils se sentaient soutenus, finalement, il n'y avait pas de grandes difficultés. Mhm. Les élèves que j'ai rencontrés, comme je te disais tout à l'heure, ça a été une majorité d'élèves avec ce que je qualifierais de troubles de l'attention. Bon, après, ils ont été diagnostiqués, mais Mhm. c'était ça, principalement. Et du coup, avec l'accompagnement qu'il a eu, aussi le fait de mettre en lumière ces différents blocages, qu'est-ce que ça a pu lui apporter? Comment, enfin, l'avant-après, quoi. Moi, je suis fan avant. Ouais, on a eu un élève un peu plus confiant. Bon, en fait, il avait besoin de trouver sa place. Il D'accord. avait vraiment besoin de trouver sa place. Une fois qu'il a trouvé sa place au sein de sa famille, il a trouvé une place au sein de la classe. Et c'était en fait un élève, un meneur, vraiment, alors, il était meneur dans les bêtises. Et il était devenu vraiment meneur dans les apprentissages et un tuteur, un super tuteur pour ses camarades. C'est Et ça a génial. changé la donne. Parce que, il était capable après de dire, bah, ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais je vais le travailler. Mm. Mhm. Et ça Oui, a changé la donne. Ouais. cette prise de conscience qui vient quand l'enfant se sent écouté, quand l'élève, en tout cas, se sent écouté. C'est... Exactement. Mais c'est vrai que quand j'y pense, j'ai plus eu c'était plus de la psychopédagogie que de l'orthopédagogie. Après, on a quand même eu des techniques, hein. Mhm. On a quand même eu quelques techniques, mais voilà, c'était vraiment plus de la psychopédagogie. Il fallait lever les, 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 les- les barrières qui s'étaient mises, les blocages qui s'étaient mis.
Et justement, du coup, comment tu mesures, toi, les progrès des élèves que tu accompagnes? Comment est-ce que tu peux mesurer ces progrès-là? Est-ce que c'est comme l'histoire qu'on vient d'avoir, quoi? Mm. Un élève qui devient meneur dans les apprentissages, ça, c'est juste le waouh, quoi. C'est le best du best. Mm, Euh, mm, mm. Alors concrètement, normalement, il y a une grille de suivi, un peu comme on fait en classe en fait. On a un niveau de suivi et quand on sent quand il y a que tu découpes en étapes et quand c'est acquis, puis on avance tout doucement. Mais à chaque rendez-vous, on voit l'évolution, on voit comment. On va dire que ça va être la même, mais voilà, à chaque rendez-vous, on voit l'évolution. Là, pour le coup, ben j'étais pas en coopération avec la l'instit, mais avec les parents. mhm, Quand il me faisait part des changements et je discutais avec lui. Et à chaque fois, ben, ça a avancé petit à petit. On arrivait à défaire un nœud, à avancer, à avancer. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu mesurer le changement. Puis même, on le sent plus épanoui. On le sent dans sa manière de faire. ça, ouais. C'est plus papa ou maman qui vient me le dire, c'est lui, par exemple. Moi, C'est lui, par exemple. ces transformations-là, c'est tel un fennec qui renaît de ses cendres, quoi. C'est une telle Un phénix. transformation, c'est juste Hum, un hum, boum, quoi. hum. C'est Ouais, 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 magnifique à c'est voir. ça. Ben, on voit le début. Moi, je sais que je me souviens du premier rendez-vous et je le vois maintenant. Je me souviens plus trop du chemin. Enfin, le chemin, il s'estompe et on se dit, ah oui, ah J'ai fait du oui. bon travail. Oui, ouais, ouais, et beaucoup, il a fait parce que Et en il a fait vrai, du travail. En en vrai, vrai, ouais, moi j'étais juste derrière en disant, ouais, ok, bah j'ai vu, ok, bah je suis avec toi. Allez, bah moi je te propose ça. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Bon, ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais ouais, ouais, vraiment, ouais. Mais ouais, ouais, c'est plus de la psychopédagogie. C'est vrai que c'était plus de la psychopédagogie. Plus, alors, quel conseil tu peux nous donner aux enseignants? Parce que notre podcast, c'est enseigner, c'est pas sorcier. Du coup, quel conseil tu pourrais donner aux enseignants qui ont des élèves avec des difficultés scolaires? euh, bah, je pense que comme les enseignants en général connaissent très bien leurs élèves, donc ils arrivent à voir quelles sont les difficultés. Je sais que c'est pas facile et que ça peut être, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup d'aide en fait, mais il faut vraiment se documenter, se renseigner, se former. Vraiment, vraiment se former. Vraiment se former parce que c'est compliqué de proposer de la différenciation si on n'arrive pas à trop cerner ce qu'a l'élève. Parce qu'avec certains types d'élèves, il y a quelque chose qui peut marcher un jour et le lendemain ne pas fonctionner du tout. Mhm. Et les classes, elles sont rarement homogènes de toutes les façons. C'est juste. Et ce qui marche avec un n'est pas forcément, va pas forcément marcher avec l'autre. Donc, du coup, Il a fait ça. Du coup, ouais. je sais pas si tu as pu voir ça, mais je propose en ce moment des ateliers qui sont totalement gratuits pour les enseignants. Donc, on a 5 ateliers sur différents samedis et d'où le fait de vouloir apporter justement ces outils et ces renseignements aux enseignants. Donc, Ouais. si vous avez besoin d'échanger ou autre, vous trouverez en dessous du podcast le lien pour vous inscrire à ces ateliers qui, je le répète, sont totalement gratuits. Ils seront ces 5 dates avec 5 sujets différents pour les enseignants pour vous apporter le maximum d'outils et de réponses à vos interrogations. Ouais, bah, c'est exactement ce que j'allais dire parce que du coup j'ai vu ton programme et effectivement voilà c'est des ressources parfois qui sont proposées gratuitement, ce qui est le cas de ce que tu proposes et c'est quand même les cinq points super importants dont ont besoin les enseignants pour leur classe parce que bah c'est primordial, Mm, tout à fait, c'est primordial donc euh, ouais, ouais, tout à fait. je Merci conseille vivement infiniment. avec Merci plaisir. infiniment, Merci à toi, Cécile, pour tout ce que tu nous as partagé. On merci à arrive toi. à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter? Ben, pensez à aller vous former avec, avec Sommet, avec Reset Formation. Je vous encourage vivement à aller vous former. Merci à toi. Alors, si on veut travailler avec toi, Marie-Cécile, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut te contacter? J'avoue que je suis pas très réseaux sociaux, mais j'ai une adresse email qui est que je peux la donner là ou
Oui, ou si tu veux, D'accord. on peut la mettre Ouais, dans le lien plus bas. exact, ouais. Je peux être contactée par email parce qu'en général, c'est le bouche à oreille, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est surtout le bouche à oreille, en fait, qui a fait que j'ai reçu différents patients. Donc, enfin, différents accompagnés. Donc, voilà, on peut me contacter par email et je réponds, je conseille et j'accompagne. Merci Marie-Cécile, merci à Avec toi. plaisir. Merci à Merci pour toi. le temps que tu nous accordes parce que je Ah, sais que avec tu es plaisir. très très prise et c'est un temps précieux que tu nous donnes là. Donc merci encore pour cet échange et bah, à bientôt. À bientôt, à très bientôt. Merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!